Vendredi, c'est permis. 18h, 19h, Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à ce rendez-vous du vendredi sur Africa numéro 1. Vendredi, c'est permis, l'actualité revue et revisitée en toute liberté par les débatteurs polémistes invités. C'est l'actualité dans tous ces états sur Africa numéro 1. L'émission est en direct jusqu'à 19h heure de Paris. Et pour intervenir, bien sûr, vous pouvez nous envoyer des messages sur Facebook, sur notre page Facebook, facebook.com/vendredi, c'est permis. Vendredi, c'est permis. Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Le plateau aujourd'hui est composé de Laurence Dong est avec nous. Bonsoir Laurence. Bonsoir Monsieur Laloupeau, bonsoir aux auditeurs. Laurence Dong, membre de l'association Tournons la page, militante en faveur de l'alternance politique en Afrique. Il est l'auteur de Gabon, pourquoi j'accuse, paru aux éditions L'Harmattan. Cyril Castro est là. Bonsoir Cyril. Bonsoir Francis, bonsoir aux auditeurs. 2 vendredis de suite, vous êtes dans cette émission, c'est miraculeux. Je me rattrape après plusieurs mois d'absence. Ah bien écoutez, nous en sommes comblés. Cyril Castro, président d'Europe Populaire, parti européen, humaniste et central, président de l'association de la droite et du centre pour une 6e République. Et Emmanuel Kouzoumami est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Francis et bonsoir chers auditeurs d'Africa numéro 1. On est toujours là. Emmanuel Kouzoumami qui a beaucoup de succès sur la page Facebook, évidemment, très réclamé depuis quelque temps par certaines auditrices d'ailleurs. Emmanuel Kouzoumami, analyste politique, essayiste, membre du Parti Les Républicains. Dernier ouvrage publié, La relance de l'Afrique, paru aux éditions L'Harmattan. Et l'émission est réalisée par l'inamovible Valentin Blanc. Vendredi, c'est permis sur Africa numéro 1. Mes salutations à tous ceux qui nous écoutent aux 4 coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Merci à nos amis qui nous ont rejoints sur Facebook. Et toujours une pensée forte à nos amis du Burundi et aussi de la RD Congo. Vendredi, c'est permis. Francis Laloupeau et ses débatteurs sur Africa numéro 1. 3 sujets dans ce numéro de VCP. En France, nous parlons de l'affaire de financement. L'affaire financement Kadhafi, financement libyen, Nicolas Sarkozy, mise en examen. Au Gabon, nous parlons de ces procès qui démarrent au Gabon, procès anticorruption avec quelques arrière-pensées politiques. Et retour en France avec une loi contre les violences sexuelles. Voilà pour le sommaire avec Laurence Dong, Cyril Castro, Emmanuel Kouzoumami, débatteur polémiste du jour, 48 heures de garde à vue donc pour Nicolas Sarkozy, 30 heures d'interrogatoire, une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire. Nicolas Sarkozy dans la tourmente, rattrapé par l'affaire dite du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. L'ancien chef de l'État est poursuivi pour, je cite, corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Alors, il dénonce une entreprise de calomnie, voire un complot ourdi par des proches de Kadhafi qu'il qualifie invariablement, tenez-vous bien, de délinquants, d'assassins, de malfrats, de manipulateurs, d'escrocs, de repris de justice ou encore de drogués. Je m'arrête là. Complot dont le site Mediapart serait le relais selon Nicolas Sarkozy. Il a dit tout ça évidemment hier dans le journal de 20h de TF1. On écoute un petit extrait, tout petit extrait. On n'a pas le droit de jeter les gens à la boue parce qu'une bande d'assassins, d'escrocs, de menteurs, de manipulateurs a fait ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve matérielle. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. C'est Nicolas Sarkozy hier sur TF1, dans le 20h de TF1. Laurence Dong, une première réflexion sur cette affaire qualifiée par certains d'affaire d'État. C'est une affaire d'État, mais je pense que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En d'autres temps, il y a eu Omar Bongo aussi qui faisait passer des mallettes, qui finançait les campagnes électorales en France. Là, cette fois-ci, c'est Nicolas Sarkozy qui a reçu l'argent de la Libye. Lui dit qu'il est innocent. Il est présumé innocent. Hein. Il est présumé innocent, mais en même temps, jeter le discrédit sur ceux qui l'accusent ne signifie pas forcément qu'on est innocent, parce que les malfrats travaillent avec des malfrats. Les mafieux travaillent avec des mafieux. Donc, dire que l'autre est mafieux ne signifie pas qu'on ne l'est pas soi-même. On a quand même vu... Vous avez tellement raison d'ailleurs, parce que Ziad de Takedine, qui a été interviewé ce matin et en réaction à l'interview de Nicolas Sarkozy hier sur TF1, a qualifié l'entourage de Sarkozy de mafieux.
Voilà, donc entre mafieux... Chacun se qualifie de voilà, mafieux. chacun se qualifie de mafieux. Mais quand même, tout le monde a été choqué de voir en 2007, en décembre 2007, Muammar Kadhafi planter sa tente dans les jardins de l'Élysée, alors qu'il était personnel... De Matignon. pardon. Non, de Non, l'hôtel de Marigny. l'Élysée. L'hôtel Marigny qui dépend de De l'Élysée. Marigny, qui dépend de Matignon. l'Élysée. Mais il a quand même planté sa tente. On se souvient encore du coup de gueule poussé par Ramayad à l'époque, Oui. qui lui a certainement coûté très cher. Comment Nicolas Sarkozy peut nous justifier aujourd'hui ce rapprochement avec Muammar Kadhafi? Comment il le justifie? Et puis, il n'a pas été le seul à se liguer contre Muammar Kadhafi après. Pourquoi lui et pas les autres? Pourquoi c'est lui qui est indexé et pas un autre chef d'État ou une autre personnalité politique? Donc, c'est trop facile de vouloir se blanchir en salissant les autres. Lorsqu'il est allé en Libye, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, Kadhafi avait quelle réputation? Kadhafi était-il considéré comme un homme sain? Ce n'était pas le même malfrat, délinquant, drogué qu'il décrit aujourd'hui. Qu'est-ce qui a justifié ce rapprochement? Qu'est-ce qui a justifié qu'ensuite il le reçoive à l'Élysée? Qu'est-ce qui a justifié ce rapprochement avec les autorités libyennes, au point de faire venir Kadhafi en France, de le blanchir, de dire voilà, il a été considéré pendant longtemps comme un terroriste, mais aujourd'hui il revient. Qu'est-ce qui justifie tout ça? C'était de la bonne foi pour que quelque temps après, Kadhafi redevienne subitement encore le malfrat qu'il a fallu aller tuer en Libye. Il faut que Nicolas Sarkozy comprenne qu'en face de lui, il y a quand même des personnes qui réfléchissent, qu'il se trouve d'autres arguments, que la justice fasse son travail, mais vouloir se blanchir en salissant les autres, en les insultant, ce n'est pas crédible. Cyril Castro, alors mise en examen pour corruption passive, c'est lourd, financement illégal de campagne électorale, recel et détournement de fonds publics libyens, c'est du lourd. Oh, j'ai beaucoup de choses à dire, je vais essayer de les dire de manière concise comme d'habitude, mais je vais prendre quand même le temps de développer plusieurs points. D'abord, que la justice fasse son travail, ça veut dire aussi qu'on commence par respecter la présomption d'innocence, puisque tant qu'il n'est pas condamné, si jamais un jour il est condamné, il est considéré comme innocent. Président Nicolas Sarkozy. Deuxième point, soit il est innocent, et tout ce qui arrive, on voit l'impact désastreux que cela peut avoir. Alors Nicolas Sarkozy a dit qu'il avait perdu l'élection de 2012 à cause de ça. Oui. Il a peut-être plutôt perdu la primaire en 2016 pour 2017. Il a dit les deux. De ça. Mais on peut refaire l'histoire, mais s'il est innocent, c'est lourd. S'il est coupable, il faut voir de quoi. Si c'est pour financer une campagne électorale, ça veut dire que finalement Ségolène Royal aurait gagné en 2007. L'histoire, on peut la refaire. Deuxièmement, si c'est pas pour des raisons de campagne électorale, comme les diverses mafieux protagonistes ont changé d'avis plusieurs fois, on ne sait plus, c'est pour enrichissement personnel ou d'un groupe d'amis. Ouais, c'est ce que recouvre le terme corruption passive. Dans ce cas-là, passive. Dans ce cas-là, on voit bien la tâche que cela peut avoir, et ce n'est pas remettre en cause la France, comme je les vois de temps en temps sur les réseaux sociaux depuis 2 jours. C'est au contraire, si la France arrive à mettre en cause ses dirigeants, ses anciens dirigeants, de manière légale par les voies judiciaires, ça veut dire qu'on aura peut-être fait un pas. Mais attention, si ce pas est franchi parce qu'il est coupable, ok, s'il est innocent, on va très loin. Et c'est très très lourd. Oui, mais enfin, troisième point, je rebondis sur ce qui a été dit, j'ai 2 petits points encore à dire. Troisième point, sur les relations avec Kadhafi. Il y avait l'affaire des infirmières bulgares. Oui. Est-ce de l'argent que Kadhafi aurait versé pour que la France les reverse, sans que ça lui coûte un centime, pour libérer les pauvres infirmières bulgares, je les ai 53, et le médecin palestinien qui avait été mis... Là, vous allez dans les conjectures. Mais c'est aussi une des hypothèses qu'il ne faut pas éluder. Dans ce cas-là, ce n'est pas l'enrichissement personnel. Pour l'instant, lui dit qu'il n'y a pas eu d'argent. Voilà. Et sur le point de relation avec Kadhafi... Il nie tout en bloc. Et sur les points de relation avec Kadhafi, je rappelle qu'on a eu, cette même année, sur les Champs-Élysées, aussi Bachar el-Assad. La politique de Nicolas Sarkozy qui disait on fait reset, on recommence tout à zéro et on donne une chance à ces dictateurs pour que la France puisse s'en servir un peu et aussi vendre les armes qu'elle a à vendre. Et on voit le résultat que ça a fait. Donc ça, on peut reprocher ça à Nicolas Sarkozy, d'avoir mal calculé ou de s'être cru plus malin que ces gens-là. Mais quand il était ministre de l'Intérieur qui s'est rendu là-bas, il ne faisait pas ce calcul politique. Et il pensait le président, il en avait envie. Et enfin, donc c'est une erreur ne veut pas dire qu'il soit coupable d'association de malfaiteurs, voilà ce que je veux dire. Le dernier point, et j'en finirai là, c'est qu'on a beaucoup parlé des puissances occidentales qui s'ingèrent dans les élections ou dans les pseudo-élections parfois
deux pays en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient. Là, je ferais remarquer qu'en 2007, si les faits sont avérés, ou Sarkozy mis en cause ou pas, puisque de toute façon, il y a bien eu quand même des valises qui ont circulé. Ah oui, des valises, oui. Ça veut dire qu'il y a bien une immixtion de pays d'Afrique dans l'élection française. Et en 2017, en 2016, l'affaire Fillon, on a eu certains protagonistes sénégalo-libanais qui ont dit avoir joué un grand rôle dans la défaite de François Fillon. Donc on voit aussi que l'émixtion vient dans les deux sens. C'est intéressant de le noter. C'est la première fois que l'argent africain intervient dans les partis politiques dans les élections françaises. Voilà. Donc ce qui est nouveau, c'est le lien qui est fait. Vous savez très bien le lien qui est fait avec la guerre, avec l'intervention militaire qui a eu lieu en 2011. Bien sûr. Mais donc je voulais dire aussi qu'il y a aussi des immixtions dans les deux sens. Elles sont à regretter. Emmanuel Kouzoumani. En tout cas, pour la précision que réclamait Cyril, je pense qu'il a été un peu plus long quand même que Laurent. Oui. Voilà. Donc, non, je dis qu'il a pas plusieurs points concis chacun. Oui, mais encore une fois, excuse-moi Cyril, j'ai l'impression d'entendre une sorte d'avocat de l'accusation là, en écoutant tout à l'heure la plaidoirie. Vous êtes en train de faire un procès à Nicolas Sarkozy. Ah, pas du tout. Non, laissons les juges faire le travail. Alors, c'était mon préambule. Permettez-moi de faire une petite précision. En 2007, j'étais actif dans la campagne Nicolas Sarkozy. On a le coupable. On tient le coupable. Donc, je ne nie pas mon appartenance à l'UMP à cette époque-là. Et je vais plus loin. En 2012. En tant que secrétaire départemental en charge de débat public et des élections, j'ai effectivement également soutenu Nicolas Sarkozy. Ah oui, fortement, je m'en souviens ici. Donc, quelque part, je distingue l'homme Nicolas Sarkozy, qui est ce qu'il est en tant qu'individu, et la politique qui a été menée, ou tout le moins le parti, l'UMP à l'époque, qui était une organisation politique de gouvernement à l'époque. Donc, simplement pour planter le décor. Deuxième élément. Je pense que Nicolas Sarkozy, que j'ai vu hier à la télévision on a planté la tente, sur TF1, personnellement, ne m'a pas convaincu. Ah oui. Vous voyez, donc je pars déjà sur une sorte d'interrogation sur l'homme Nicolas Sarkozy. L'avocat de la défense ou l'avocat de la... Non, c'est terminé, Emmanuel. Mais encore une fois, je reste sur la position que nous sommes dans un état de droit. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, c'est un prévenu, on peut dire comme ça. C'est un prévenu. Il va se défendre. Il est aujourd'hui mis en accusation sur les chefs d'accusation que Francis vient d'indiquer. Moi, je n'ai rien à redire sur si c'est vrai ou pas vrai, c'est vrai, non, c'est la faux, question c'est n'était pas pas de savoir faux. si c'est vrai ou pas, c'est juste de commenter la procédure au stade où on en est. S'agissant de Nicolas Sarkozy, par contre, je rejoins ce qu'a dit Laurence au début. Nicolas Sarkozy a semblé non pas s'intéresser aux actes en tant que tels, mais à son environnement. Alors il dit j'ai été victime de. Alors là il va citer fatalement la famille Kadhafi parce que c'est des criminels, donc fatalement la bande à Kadhafi. Ils sont pas crédibles, c'est la bande à Kadhafi. Voilà. Bon, moi j'attendais comme de Nicolas Sarkozy en tant qu'ancien président de la République, comme il a réclamé plusieurs fois, en tant qu'ancien chef d'État, il a peut-être une certaine honorabilité à défendre, mais aussi un certain langage à tenir. C'est un avocat plutôt qui parlait hier, non? Voilà, c'est un avocat de lui-même. Oui. C'est un avocat de lui-même. Oui. Mais j'attendais, en tout cas, dans une émission aussi importante de grande écoute à la chaîne de télévision TF1, qu'il soit à la hauteur de ce qu'il a été, comme dit chef d'État. Les accusations, les injures, les qualificatifs quelque peu abjects, je trouve que ça ne fait pas sa place. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, pouvoir dire... Moi, en tant qu'ancien chef d'État, je suis bien au-dessus de, je sais pas, des Ziadite qui a dit, au-dessus de Kadhafi et sa bande d'assassins, d'escrocs, de tout ce qu'on veut, à la limite de Mediapart, comme il aurait véhiculé des informations fausses. Je suis au-dessus parce que j'ai été ancien chef d'État. Vous voyez, ça colle pas. Il est devenu citoyen, il a oublié qu'il est mené de citoyen justiciable comme les autres. Et enfin, le point qui m'a... Il n'a pas oublié, il a passé 48 ans en garde à vue. Non, mais le commentaire d'Emmanuel pèse quand même sur pesant d'or, si je puis dire. Voilà. Donc, le dernier point... Dans quelle valise? En tant qu'ancien membre, enfin, pas ancien membre, en tant que membre des Républicains, ancien soutien de Nicolas Sarkozy, très impliqué dans les actions de l'UMP à l'époque. Je peux en témoigner. Dernier point, quand il dit... As-tu vu des valises, j'ai perdu 1,5 en 2012 face à François Hollande parce qu'il y avait l'histoire de Kadhafi. Excusez-moi, dans les campagnes que nous avions menées, le Kadhafi n'était pas présent. C'est pas ce que je dis, moi. Donc, non, c'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. N'était pas dans la campagne. Oui. Enfin, l'affaire libyenne en tant que telle, en 2012,
franchement, il n'était pas dans le paysage. C'est vrai. La guerre en Libye a pesé, mais pas l'affaire Kadhafi. Non, pas l'affaire Kadhafi. Non, ce qui a pesé, c'est la guerre. Ceci dit, c'est entre les deux tours quand même que Mediapart a publié ce fameux document dont Sarkozy disait hier qu'il s'agissait d'un faux, alors que c'était d'ailleurs un fake news parce que en réalité, la justice n'en a pas conclu à un faux. Je pense que dans son acte de défense, c'est pas ça que la justice a conclu, je ne peux pas être mis en accusation par des escrocs, des assassins, des détournements, de toute nature, qualifier des individus, en tout cas ceux qui l'accusent d'être des personnages, en tout cas non fréquentables. Ce n'est pas vraiment correct. C'est vrai que quelque part, on avait l'impression de quelqu'un qui faisait campagne pour une élection présidentielle ou une élection locale, tout simplement, que quelqu'un qui essaie d'expliquer ce qui s'est passé face au juge. Oui. Et donc, je m'arrête en me disant, pour Nicolas Sarkozy, peut-être ce qu'il faudrait, c'est qu'il trouve des éléments convaincants, non pas sous les dates, le 27 janvier, le 28 janvier, etc. On s'en fout, personne n'était là. Mais il y a Takedine qui a dit, mais moi je connais l'appartement du ministre de l'Intérieur. Je suis allé chez lui au premier étage plusieurs fois, 4 fois a-t-il dit. J'ai remis les valises, il a regardé, il n'a pas ouvert. Bon, il n'a pas compté. Une précision qui n'est pas, compté. Quelque part, c'est plutôt la confrontation entre, c'est parole contre parole. Oui, c'est ça. Il avait confiance. Voilà. Entre ses amis, dont Claude Guéant aussi. Moi, je suis pas UMP. Nous ne savons pas tout du dossier sur lesquels les juges se sont appuyés pour prononcer quand même des accusations aussi lourdes. Et alors, on parle évidemment du témoignage de ces personnes que Monsieur Sarkozy qualifie de mafieux ou de malfrats. Mais en réalité, je veux dire, il y a certainement d'autres éléments qui n'ont pas été révélés par les juges. On le comprend d'ailleurs, puisqu'il y a le secret judiciaire, et qui n'ont pas été aussi révélés d'ailleurs par Nicolas Sarkozy hier dans son exercice médiatique, qui n'est qu'au fond un exercice médiatique. Oui, je suis pas sûr qu'il avait accès au dossier d'ailleurs sur ces points-là. Juste une précision sur le fameux document qu'on a montré. Vous pouvez laisser parler, Laurence. Oui, bien sûr. Le fameux document qu'on a montré, Mediapart, on n'a pas dit que le document était vrai. On a dit que la justice a tranché du fait que Mediapart ne pouvait pas savoir si c'était un faux au moment où ils a été publiés. Mais Sarkozy l'a brandi hier, moi, je suis pas UMP, je suis pas avocat de Sarkozy. La justice en a conclu que c'était un faux. Voilà ce qu'il a dit hier. Voilà, donc on peut évidemment interpréter. C'est pas ce qu'a dit la justice. On peut interpréter la justice a dit qu'il y a une probabilité qu'il soit faux. Voilà. Mais il n'est pas totalement faux. Exactement. Laurence donc. Il est faux, il est vrai. Au point où nous en sommes par rapport à cette affaire, aucun de nous ici ne peut juger le fond de l'affaire. Exactement. Parce que nous n'avons pas les éléments du dossier. Ce que nous avons et qui peut nous permettre de nous faire un avis, c'est le fait que la justice à laquelle on peut accorder un minimum de crédit met en examen quand même un ancien chef d'État sur des chefs d'accusation lourds. C'est très Cette lourd. justice, si on veut être sérieux, nous sommes dans un état de droit, on ne peut pas penser que la justice puisse aller jusque-là à partir d'un dossier vide et sans fondement. Non, mais c'est le jugement qui décidera. Et un placement sous contrôle judiciaire. Un fait établi. C'est le jugement qui décidera. C'est le jugement qui décidera. Non, je ne parle pas du jugement. Le jugement décidera s'il est coupable ou pas. Pour l'instant, ce que nous constatons, c'est que ce qu'on peut déduire, c'est que pour que la justice arrive à le mettre en examen et sous contrôle judiciaire, c'est qu'elle doit certainement disposer d'éléments qui justifient cela. Et ces éléments-là ne peuvent pas être balayés du revers de la main. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. On doit tous rester en haleine en souhaitant que pour l'état de droit français, Nicolas Sarkozy soit non coupable. La justice aura fait quand même son travail et sera arrivée au fait qu'il soit non coupable. Mais par contre, s'il est coupable aussi, il faudrait en assumer les conséquences. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons à analyser l'intervention de M. Nicolas Sarkozy hier à la télévision. C'est lui qui a voulu se livrer à cet exercice médiatique. Il a voulu le faire. Il est venu plus en tant qu'avocat qu'en tant qu'ancien chef d'État. Nous sommes libre de constater que la ligne de défense qu'il a choisie hier à la télé n'est pas convaincante pour beaucoup. Mais c'est pas une défense, c'est une explication. Ce ne sont pas des explications. Pas devant un juge, pour moi, devant le public, il est venu pour se justifier. Il est venu pour s'expliquer. Devant l'opinion publique. Par rapport à l'opinion publique et les arguments qu'il a donnés, jusque-là, on est aussi libre de dire que nous n'avons pas été convaincus. Troisième chose que je vais dire, et je vais m'arrêter là, il s'attaque à Mediapart.
Mediapart, c'est quand même un média qui a une certaine crédibilité en France. On se souviendra de l'affaire Cazeneuve. Cazeneuve a nié tout en bloc. Cahuzac, pas Cazeneuve. Pardon. L'affaire Cazeneuve est propre. Cazeneuve est propre, excusez-moi. Cahuzac a tout nié en bloc, etc., etc. À la fin de la journée, Cahuzac, aujourd'hui, a été condamné, etc. Donc, venir simplement balayer du revers de la main comme ça à la télévision en voulant salir Mediapart, qui est un média qui jusqu'aujourd'hui a construit une certaine notoriété, ça ne convainc pas non plus. Parce qu'on en revient à ce que disait Emmanuel tout à l'heure, on est parole contre parole. Mais il y a quand même des faits en dessous qui laissent perplexe par rapport à l'intervention. Que la justice fasse son travail, on marque une pause, fier. messieurs, madame, et pour la publicité. On revient dans 2 minutes pour reprendre le cours de ce VCP. Et on continue de parler du dossier Sarkozy, du dossier libyen. A tout de suite. Analyse, commentaires, coup de cœur, coup de gueule. Vendredi, c'est permis. La revue de l'actualité sur Africa numéro 1, comme nulle part ailleurs. Avec Laurent Sondang, Cyril Castro, Emmanuel Kouzoumouami, nous parlons de l'affaire du financement Kadhafi, du financement libyen de la campagne électorale de 2007 de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Alors pendant la pub, nous parlions évidemment de l'honneur, en quelque sorte, de la justice française, qui évidemment marque de plus en plus, son indépendance à l'égard de l'exécutif. Mais en même temps, voilà, on dit, est-ce qu'il fallait traiter un chef d'État comme on l'a fait, cette garde à vue? Mais quand même, Emmanuel Kouzoumouami, il a quand même bénéficié du privilège d'aller dormir chez lui, entre 2 auditions. C'était pas 48 heures non-stop. Et puis, il n'est pas donné quand même, aux citoyens ordinaires dans ce pays qui seraient donc un prévenu ou accusé ou en garde à vue d'aller chez la TF1 à 20h pour défendre sa cause pendant 20 minutes. Quoi. Mais d'avoir 24 heures de médias contre lui aussi. Je connais un PDG d'une grande entreprise publique qui a fait 48 heures de garde à vue. Et il n'est pas rentré chez lui, il a plutôt été emmené à l'hôpital pour les problèmes de... Oui. C'était Richard. Bon. Donc, cette situation effectivement est particulière, puisqu'on ne connaît pas les situations, en tout cas dans notre passé récent, où une personne de ce niveau dans une situation comparable ait eu l'opportunité d'aller dormir un petit peu chez lui. Il faut dire qu'il cumule quand même les particularités, Sarkozy, parce que c'est quand même le ancien chef d'État le plus mis en examen de toute l'histoire de la Ve République, même avant la Ve République. Parce que, alors... il a quand même, en termes de casserole, il pourrait ouvrir une quincaillerie. Je ne serais pas aussi affirmatif. Je vais jeter la polémique. Mais Louis XVI a été condamné. Je vais jeter la polémique de la nature. Vous voulez lui couper la tête aussi? Non. Écoutez-moi, si François Mitterrand n'était pas décédé en janvier 1995, je pense qu'il aurait eu quelque chose. Oui. Bon, ceci dit, on ne va pas faire le procès. Faut pas dire ça. Ne dites pas ça. Non. Je dis, il y aurait eu quelque chose. Vous parlez de mort en plus. Je ne dis pas attention quoi. quand même. Je ne dis pas quoi, mais il y aurait quelque chose. Mais il est décédé avant. Voilà. Bon, paix à son âme. Maintenant, pour revenir à Nicolas Sarkozy, je pense que Nicolas Sarkozy lui-même a donné le bâton pour se faire battre. Quand il est devenu président en 2007, il s'est, frontalement attaqué aux juges. Avec tous les qualificatifs qu'on connaît à l'époque. On a essayé d'éteindre le feu, mais certains ont gardé quand même une certaine rancœur vis-à-vis d'un président qui, normalement, dans sa fonction présidentielle, est le garant des institutions, y compris l'autorité judiciaire. Donc, maintenant, aller s'attaquer à ceux dont il a la charge de protéger à la fois les fonctions et l'intégrité dans la démarche, dans la marche du pays, c'était pas une bonne idée. En tout cas, c'était pas bien avisé. Maintenant, hier, quand il est venu se présenter à la télévision, si j'avais été son conseiller personnel, j'aurais dit, Monsieur le Président, puisque c'est son titre officiel, il ne faut pas aller à la télévision. Il y a une affaire judiciaire face aux juges. Il n'y a que les juges qui ont la capacité et l'autorité de pouvoir dire si c'est vrai ou pas vrai, si vous êtes coupable ou pas coupable. C'est pas un tribunal populaire quand même Donc, l'audimat. venir maintenant prendre à témoin l'opinion devant une grande chaîne de télévision, pour moi, ça n'a pas été une démarche, pour le moins en tout cas, correcte. Mais pendant 36 heures, pendant 36 heures, Laurence va conclure juste sur un ce point. sujet. Pendant 36 heures, on a vu que Sarkozy auditionné, Sarkozy en garde à vue. C'est bien normal qu'il ait le droit à 20 minutes.
Dans le télé, quand je vois, je suis pas son avocat, mais quel droit on parle de son dossier c'est le droit du en privilège, non-stop dans les chaînes info. C'est le Qu'il droit ait du eu privilège. des privilèges, Oui. oui. Ah Ceux-ci n'ont pas Faut été le reconnaître, exorbitants, pourquoi pas. accordés par la justice. Ceux-ci ne sont pas exorbitants et ne me choquent pas. De même, ça ne me choque pas que la justice le questionne. Ça ne me choque pas. C'est peut-être une fierté pour la démocratie. La justice fait son travail. Justement, c'est bien. Ben Justement, oui, c'est heureusement. une fierté pour la démocratie. Simplement, quand on dit que Sarkozy a été son avocat et non pas à l'auteur d'un président de la République lors de son intervention au journal télévisé de TF1, C'est l'avocat. c'est la vérité, mais Ah oui. il était là pour l'opinion publique, encore une fois, pas pour des arguments juridiques dont il n'a pas encore tous les tenants aboutissants. Juste être franchement mis en examen. S'interroger sur le fait qu'un Il prévenu y a 40 tomes. Il les a sollicite pas quand lus. même à la télévision une sorte de tribunal populaire. Parce Oui, que ce mais sont les mêmes d'ailleurs qui fustigent Mais parce souvent que les journalistes l'ont les mis au complots tribunal populaire médiatiques, les 36 complots heures, populaires. durant 36 Oui, mais heures. c'est quand même étonnant qu'au lendemain de sa mise de sa sortie de la garde à vue, et il ait une tribune, je veux dire, nationale, importante, pour parler de son cas. Moi, je défends les juges. Mais le mur des cons aussi n'était pas digne non plus. Non, mais ça n'a rien à voir. Il a une possibilité Non, de se ça- défendre. Il attaquait Moi, les juges. j'aurais Il y a aimé- eu ça aussi. Non, J'aurais aimé qu'il fasse un communiqué du style merci, C'est pas la chers guerre amis, des je suis juges sorti de la contre garde à vue, contre je suis rentré à la l'exécutif, maison. non. D'accord. Mais Heureusement. venir à la télévision pour exposer son cas à l'heure de grande écoute comme hier soir, je pense que c'est maladroit. À mon avis, au contraire, effectivement, il essaie de convaincre l'opinion. Mais comme l'opinion aujourd'hui le condamne en disant de toute façon, il y a eu des exactions, et j'irai plus loin. Parce qu'aujourd'hui, les associations de défense, les associations par exemple, aujourd'hui qui se lèvent contre les crimes de guerre commis en Libye se lèvent de plus en plus. On pourrait toujours trouver un lien entre le fait qu'il avait un Kadhafi avant 2007, un Kadhafi entre 2007 et 2012 qui est venu en France dans le jardin de l'hôtel Marigny. Il était là comme un grand prince pendant 2 semaines, je crois d'ailleurs, ce qui est exceptionnel. Enfin, on ne connaît pas cette situation de faveur de la 5e République depuis 1958. Et ensuite, le Kadhafi qui est mort en 2011. Après une intervention militaire qui a outrepassé la résolution de l'ONU. Voilà, tout à fait. Maintenant, Maintenant, moi j'aurais aimé, puisqu'il a voulu faire ce que les Américains ont fait en Irak, j'aurais aimé qu'on capture Kadhafi, comme les Irakiens ont capturé Saddam Hussein, et qu'on le mette en procès. Et donc, dans ce cas, on aurait compris s'il y avait effectivement des éléments, des charges suffisantes pour que Kadhafi soit condamné, soit à mort, soit à perpétuité, ou pourquoi pas, en non-lieu. Mais il devait être jugé, Kadhafi. La mort n'est pas un jugement. On voit bien, à vous écouter, il y a un lien de plusieurs. Les limites de cet exercice médiatique auquel s'est livré hier Nicolas Sarkozy. Les indices sérieux et concordants, malheureusement, ne plaident pas en sa faveur. Les indices sérieux et concordants. Oui, alors je suis pas d'accord avec Cyril quand il dit qu'il a eu une exposition. Les médias sont tombés sur lui pendant 3 jours et donc il fallait qu'il vienne se justifier. Il y a eu d'autres prévenus, d'autres affaires judiciaires en France qui ont fait la une des journaux pendant des semaines, pendant des mois, et ces prévenus-là ne sont jamais venus s'expliquer au journal du 20h. Donc il a été... Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Lesquels ? Mais il y en a tout le temps. On parle des violeurs, on parle des assassins, ils sont présumés innocents au moment où on en parle, mais ils ne viennent pas à la télé. Ce que je veux dire, c'est qu'avoir été président de la République n'est pas synonyme de sainteté, n'est pas synonyme justement qu'on devient un homme au-dessus de tous les autres. Et le fait que la justice, justement, le mette en examen, ramène Sarkozy au fait qu'il est aujourd'hui un citoyen quelque part comme les autres. Il est comme le commun des mortels. Il doit venir répondre. Non, il se croit au-dessus parce que quand il fait valoir comme argument que sa parole devrait être plus considérée que celle de Tiakedine parce que lui, il a été chef de l'État et que Tiakedine était mafieux, je suis désolée, il veut imposer aux gens le fait qu'ayant été président de la République, on doit le considérer rien que sur ce fait-là, on doit le considérer comme un innocent. Et ça, c'est un argument qui ne tient pas du tout la route. C'est un argument méprisant, condescendant vis-à-vis du reste du commun des mortels, vis-à-vis du commun des citoyens. Il a été président de la République, il doit répondre de ses actes. On a aujourd'hui Kadhafi. On n'oublie pas qu'en 2009, pendant qu'il était au pouvoir, Nicolas Sarkozy a soutenu le coup de force d'Ali Bongo lorsqu'il a triché l'élection au Gabon et tué les Gabonais. François Hollande s'est tué pendant l'élection de 2016. Il n'a rien dit. Nicolas Sarkozy n'a pas eu cette pudeur de se taire. Nous avons condamné le silence de François Hollande parce qu'il était un silence complice. Mais Nicolas Sarkozy a adoubé publiquement Ali Bongo, félicité pour le coup d'état militaro-électoral. Donc, être président de la République ne fait pas de lui forcément quelqu'un de sain. Au contraire, on doit bien aller fouiller dans sa vie qu'est-ce qu'il a fait et il doit répondre. Parce qu'en Libye, il a déstabilisé, la mort de Kadhafi a déstabilisé tout un pays, toute une région. Et aujourd'hui, encore, on paye les conséquences de la mort de Kadhafi. Donc, il faut
faut qu'on puisse avoir le fond de cette affaire et savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. M'avez- Pourquoi il n'a pas été arrêté? d'accord. Pourquoi on a privilégié le fait de le tuer? C'était peut-être pour qu'il ne parle pas. Merci Ça, Laurence c'est- Ndong qui c'est m'a donné présumé. une bonne transition d'ailleurs, C'est puisqu'on présumé. va se rendre maintenant au Gabon pour parler de ces procès anticorruption et quelques arrière-pensées politiques. Vendredi, c'est permis. Francis Laloupeau et ses débatteurs sur Africa numéro 1. Alors, mardi dernier, l'événement au Gabon, c'était la réouverture des premiers procès anticorruption à Libreville, au Gabon, à la barre Blaise Wada, ancien coordinateur général de l'unité de coordination des études et des travaux Lucette, écroué. Blaise Wada écroué le 10 janvier 2017 pour détournement de deniers publics. Un procès qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Mamba. C'est la nouvelle lutte anticorruption menée depuis 2017 par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Une opération qui vise à sanctionner, dit-on, des malversations financières au sein même de l'appareil d'État. Alors, plusieurs dignitaires du régime sont visés par cette opération et ont déjà d'ailleurs été arrêtés. Parmi eux, on peut citer Magloire Gambia, ancien ministre de l'économie, ou encore Étienne Dieudonné Ngumbu, ex-ministre du pétrole. Problème quand même, c'est que voilà, certains observateurs parle d'une lutte anticorruption plutôt sélective, car seul semble viser les proches de Mekse Akrombessi, l'ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo. Mais Laurence Ndong, vous allez nous expliquer tout cela. De quoi s'agit-il exactement? Que faut-il comprendre avec ces procès anticorruption? Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Vous êtes déjà épuisé avant d'avoir commencé à en parler. C'est pas que je suis épuisée. Tout à l'heure, avant l'émission, je parlais avec Cyril et qui me demandait honnêtement, quand on fait de l'opposition, pas avec le cœur, mais avec la tête, qu'est-ce qu'on peut trouver de bon dans le régime d'Ali Bongo? Et je lui ai dit vraiment, avec toute la bonne foi, on peut chercher. Moi, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Parce que ce qui arrive au Gabon est surréaliste. La situation du Gabon, quand on en parle, on a l'impression qu'on est sur une autre planète. Le paradoxe dans ce pays, entre la richesse du pays et la pauvreté de la population, l'état de délabrement avancé de l'économie, l'abandon des services sociaux de base, tout ça ne peut se justifier que par les détournements de fonds massifs qui existent depuis que les Bongos sont au pouvoir. Oui. Il n'y a que ça. Entre 2009 et 2013, 2014, le prix du baril de pétrole a été le plus élevé au monde depuis que le pétrole se vend. Et pourtant, dans le même temps, la dette du Gabon a été multipliée par 5. Alors, qu'est-ce qui le prend au pouvoir aujourd'hui à Donc, engager ce cette qui le opération prend, c'est Mamba, que- cette lutte anticorruption? Cette lutte anticorruption, c'est que aujourd'hui au Gabon, les comptes sont au rouge. Les caisses de l'État sont vides. Il y a une crise post-électorale qui ne finit pas. Ali Bongo a triché l'élection présidentielle. La population est à bout de souffle. Les Gabonais ont de plus en plus des salaires impayés, ce qui n'avait jamais existé. Les fonctionnaires ne touchent plus leurs primes. Les retraités n'ont pas touché leur retraite depuis plusieurs mois. Vous avez des vidéos qui circulent de retraités aujourd'hui qui barrent la route pour réclamer leur pension retraite. Même les sénateurs retraités n'ont pas touché leur pension retraite depuis au moins 6 mois. Les sénateurs en service, les députés, ils font eux-mêmes 3, 4, 5, 6 mois Alors, sans l'opération avoir leur prime. Mamba, Laurence Donc, Ndong. l'opération Mamba, c'est encore une fois pour mettre la poudre aux yeux. Parce que ce régime... Alors, il y a ne des gens qui repose- sont quand même arrêtés. Est-ce qu'il y a des règlements de compte politique Ce derrière tout cela? régime ne repose que sur le mensonge. Ça veut dire qu'au Gabon, lorsqu'on vous arrête, ce n'est pas pour la raison qui est avérée. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. Un ancien Cyril ministre... vous écoute avec beaucoup d'attention. Un ministre d'Ali Bongo, à l'époque, en 2013, me dira ceci, parce que à l'époque, nous avions proposé une loi, on avait proposé que les crimes financiers soient traités comme des crimes de sang, avec la même vigueur. Et cet ancien ministre me dira, mais madame, donc, il faut que vous arriviez aussi à vous battre pour qu'il y ait une loi d'amnistie, qu'on puisse amnistier tout le monde jusqu'en 2013, et lorsque cette loi va entrer en vigueur, on remet les compteurs à zéro. Et il va me dire, 50 ans parce que d'amnistie. il me dit, dans ce pays, qui n'a pas fait quoi? En réalité, quand on veut pointer quelqu'un pour détournement, c'est qu'on a décidé de le livrer. C'est qu'on a décidé de lui faire la peau. Parce que s'il fallait arrêter des gens pour détournement, Ali Bongo est le voleur en chef et le chef des voleurs. Il est le bandit en chef et le chef des bandits. Faudrait qu'il s'arrête lui-même, c'est ça? Et Mekson Akrombessi, il devait être le premier à être arrêté. Donc ça, ce sont des opérations
poudre aux yeux pour essayer de calmer la population, pour essayer de calmer l'opinion internationale, essayer de montrer au FMI, à la Banque mondiale qu'on essaye d'assainir les comptes, qu'on essaye de moraliser la vie publique, mais tout ça n'est que du vent, parce qu'on peut démontrer que les détournements de fonds se poursuivent encore aujourd'hui, alors pendant que les autres sont en prison. Et les raisons cachées alors pour ces Cyril arrestations Castro. précises, alors ce sont lesquelles selon vous? Les raisons cachées, Francis Laloupo l'a dit, ils ont une guerre de clans. Si vous lisez mon livre, Gabon, pourquoi j'accuse, je parle des rivalités autour d'Ali Bongo. Il y a des clans. Et donc, le clan Mekson Akrombessi était très puissant. Et Mekson Akrombessi, autour d'Ali Bongo, par exemple, on sait qu'il ne s'entendait pas du tout avec Alain. Mais est-ce qu'il est tombé pour autant en disgrâce? Parce qu'on a du mal à comprendre quand même pourquoi on s'acharne sur ses proches. Hein. Non, mais tout ça est arrivé pendant le moment où il n'était pas là. C'est ça. Parce que à la veille de l'élection présidentielle, bizarrement, lorsqu'il y a eu la candidature unique de l'opposition, il a été évacué au Maroc. On a dit qu'il avait eu un AVC. Il a été évacué. Il est resté pendant longtemps au Gabon. Il n'est revenu que très récemment. Il y a peut-être 2 ou 3 mois qu'il est revenu. Donc, pendant qu'il n'était pas là, certains se sont sentis pousser les ailes et ont décidé de faire la peau aux Akrombessi Boys. D'accord. Donc, c'est des règlements de compte entre amis. Ce sont des règlements de compte politiques dans leur camp. Quand on ne voudra plus de quelqu'un, on mettra en avant ces détournements. Parce que quand on nous dit quand même que Wada a détourné des milliards, dites-moi, on détourne des milliards en un jour? On détourne des milliards en un mois? Magloire Gambia, on nous dit que pendant 7 ans, pendant qu'il était ministre, il était payé à 500 millions de francs CFA par mois. Ça veut dire qu'il a touché $1 million par mois pendant 7 ans. Dans un pays où le SMIC est de 80 000 francs CFA, c'est-à-dire 120 €, quand il avait $1 million, la femme de ménage avait 120 € dans la même administration. Ils ont attendu 7 ans pour le voir. On voit bien que ce sont des règlements de compte. C'est pareil pour Goubou. On écoutera les commentaires après cet exposé tout à fait précis. On écoutera les commentaires de Emmanuel Kouzoumami et de Cyril Castro sur ces procès anti-corruption au Gabon. Ne partez pas. La pub et puis on revient dans 2 minutes. À tout de suite. Vendredi, c'est permis. L'actualité dans tous ses états avec Francis Laloupo et ses débatteurs. Avec Laurence Ndong, Cyril Castro, Emmanuel Kouzoumami. Alors Emmanuel, rapidement un mot sur ces procès anticorruption, cette lutte anticorruption, l'opération Mamba au Gabon. On a écouté Laurence Ndong. Il semble bien que derrière tout cela, il y a beaucoup d'arrière-pensées politiques, des règlements de compte entre amis, et peut-être certainement une lutte anticorruption particulièrement sélective. Ça cache quoi tout ça? Dans toute lutte contre les corruptions, je pense que Macky Sall au Sénégal doit avoir quelques mémoires sur la question. Il y a toujours des contre et des pour, et surtout quand vous attrapez les corrompus ou les corrupteurs dans le cas adverse, fatalement, la lecture devient politique. Là, c'est dans le même camp. Là, c'est dans le même camp. Non, c'est bien politique. Maintenant, revenons sur le cas du Gabon, parce que le PDG, le Parti démocratique gabonais, qui est au pouvoir depuis qu'au Bongo est tout petit, était encore peut-être au sein de sa mère. Tout petit. Bah oui, parce que papa est resté au pouvoir pendant 42 ans, c'est pas rien, ça ne les invente pas. D'ailleurs, on est allé chercher Kadhafi pour 42 ans de pouvoir, on a oublié l'autre. Bon, donc, pour revenir à cette question de corruption, moi je suis sur les principes. Et s'il y a une chose que j'admire chez certains chefs d'État, indépendamment du fait qu'ils soient autoritaires, dictateurs, etc., si je prends le cas du Rwanda avec Kagame, la lutte contre la corruption est devenue l'axe principal de gouvernance. Oui. Donc il faut qu'on arrive là. Autrement dit, on ne peut pas dire, puisque pendant plus de 50 ans, le Gabon est plongé dans les corruptions massives, généralisées, de la tête au sommet, enfin de la tête aux pieds, pardon, ou du sommet à la base. Donc tous sont corrupteurs ou corrompus. La question, c'est que cette lutte semble un peu sélective, quoi. C'est un peu ce qu'on a vu au Cameroun d'ailleurs aussi, avec l'opération Épervier, je crois. Oui, je pense que dans un premier temps, un chef d'État, en tout cas ce qui concerne Ali Bongo, pour qu'il soit crédible, je dis qu'il soit crédible, il faut qu'il attaque d'abord les gens de son camp. Qu'il attaque d'abord au sein du PDG, qu'il attaque au sein de son gouvernement. Quand il y a qu'un parti, c'est son gouvernement. C'est plus difficile d'appeler les autres. Il y a des oppositions. Ils sont faibles, il y a des oppositions, mais ils sont faibles. Donc, il faut, je dis, il y a une question de principe. Il faut qu'on combatte cette folie, je veux dire, cette épidémie qui est des corruptions. Il n'y a pas que le Gabon, il y a le Cameroun, il y a le Nigeria. Enfin, on ne peut pas citer tous les pays africains. Est-ce que cette lutte est dissuasive réellement? Alors là, c'est une bonne question. Est-ce que c'est suffisant d'abord? Est-ce que les gens qui sont aujourd'hui interpellés comme étant les corrompus ou les gens qui ont détourné les fonds publics sont vraiment ceux qui ont détourné? Ça, c'est une autre question. Mais alors, il y aura bien sûr des boucs émissaires. Il y aura bien sûr toujours des porte-étendards, finalement, qu'on a oubliés de façon sportive. Ça se passera comme ça. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait au moins des procès pour l'exemple. Qu'il ait créé une cour criminelle,
une cour criminelle pour ces actes-là. Et d'ailleurs, je suis heureux d'entendre que les crimes économiques sont des vrais crimes et pas seulement des délits. Grosse conséquence. C'est déjà quelque chose. Alors maintenant, est-ce que c'est effectif? Ça, on verra. Est-ce que c'est dissuasif? Ça, c'est notre affaire. Est-ce qu'il y aura des chasses, plutôt des amis devenus ennemis, ou tout de même des amis encombrants? C'est possible. C'est possible. Mais le principe, pour moi, je le retiens, le principe, c'est qu'il faut qu'on combatte ce fléau qui est les corruptions en Afrique. Cyril, rapidement, ensuite on écoutera Laurence. En Afrique et partout, la corruption, c'est quoi? C'est la ruine du peuple, c'est la ruine des petites gens. C'est pour doublement voler ces petites gens, parce qu'ils n'ont pas l'argent aujourd'hui et ils n'ont pas des investissements futurs qui permettent à eux et à leurs enfants de vivre mieux. Donc oui, contre les corrupteurs, il ne faut pas condamner qu'on s'en prenne à des corrompus ou des corrupteurs. Maintenant, moi, de manière plus générale, je suis toujours meurtri quand j'entends en Afrique tout cet argent, tous ces millions, tous ces milliards qui échappent au pays, à la population, pour un clan ou un autre. Bon, les règlements de compte à travers l'instrumentation de la justice, on voit peut-être la ficelle est un peu grosse. Néanmoins, et ce ne sera pas dissuasif pour d'autres, s'ils font partie du bon camp, entre guillemets, mais j'appelle plutôt à chacun, au lieu de vouloir chercher son profit, comprendre qu'il fait partie d'un peuple qui doit être fier de lui-même et fier de ces gens-là même, et donc pour laisser une trace dans l'histoire. Et il faut que chacun puisse aussi penser à la trace dans l'histoire. Il faut penser à ce que cet argent, ces ressources, aillent pour construire un pays au bénéfice du bien commun. Et si chacun avait ça au cœur et à la tête, je crois qu'on parlerait moins de corruption et plus de points positifs que l'Afrique mérite. Merci pour cette intervention éditoriale. On va écouter Laurence, donc, s'il vous plaît. Laurence. Alors, je suis d'accord avec Emmanuel quand il dit qu'on doit lutter contre la corruption. Ce que je dis ici, je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre la corruption, mais je dénonce le fait qu'on instrumentalise justement la lutte contre la corruption pour mieux s'enraciner dans la dite corruption. C'est ça le problème au Gabon. Pourquoi on se bat? Toutes les dictatures reposent sur la corruption. Quel est le sens de notre combat aujourd'hui? Pourquoi on se bat contre les dictatures? Mais c'est parce qu'elles pillent les deniers publics et qu'elles privent les populations de ce qu'elles devraient avoir aujourd'hui et de ce qu'elles pourraient avoir demain. La dette du Gabon a été multipliée par 5, mais qui va la rembourser? Ce sont nos enfants, les enfants de nos enfants, c'est nous-mêmes. Et on remboursera une dette qui n'a servi ni à construire une école, ni à construire un hôpital, ni à construire une route, mais qui est partie dans des paradis fiscaux, dans des comptes privés appartenant rien qu'à des individus. C'est ça aujourd'hui le sens de notre combat. Un truc bien Ali Bongo quand même. Allez Laurence, un truc bien Ali Bongo. Vous allez trouver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous battons. Je voulais vous parler. Le Gabon est une maison de verre. Donc rien de bien. Le Gabon est une maison de verre. Ali Bongo n'est pas crédible quand il parle de lutte contre la corruption. Pourquoi? Parce que nous savons ce qu'il fait. Nous savons qu'il est le voleur en chef. Quand je le dis, ce n'est pas une affirmation gratuite. Je vais vous en donner des exemples. Nous avons les affaires de bien mal acquis. Rapidement, mais Ali Bongo lui-même, lorsqu'il arrive au pouvoir en 2009, il décide de mettre en place les agences, notamment l'Agence nationale des grands travaux, qui prend en charge désormais tous les budgets d'investissement qui revenaient à toutes les administrations. Donc, c'est cette agence qui est chargée de mettre en place des infrastructures, de construire les écoles, les routes. Il se nomme lui-même président du conseil d'administration de l'Agence nationale des grands travaux, en porte-à-faux avec l'article 14 de la Constitution qui l'interdit. Il se verse un salaire à lui-même en tant que PCA de l'Agence nationale des grands travaux. En 2011, on a les états généraux de l'éducation. En 2013, du Trésor public est décaissé 20 milliards de francs CFA confiés à l'Agence nationale des grands travaux pour construire et rénover 60 établissements scolaires. Aucun établissement n'a vu le jour. Pas un seul. Et Ali Bongo était le PCA. Et au mois de mars, là, Ali Bongo a fait une vidéo qui est sur les réseaux sociaux. Vous la trouverez sur mon site internet, dans laquelle il demande qu'on rénove des écoles parce qu'il dit de sa bouche, les écoles publiques au Gabon sont des porcheries, il n'y a pas de toilettes, les enfants font leurs besoins à l'air libre comme des animaux, et il dit à ses collaborateurs, ce n'est pas pour vous enrichir, ce n'est pas pour enrichir vos petits copains en leur confiant les marchés de l'État, mais voilà, il faut rénover les écoles. Donc, un chef de l'État qui reconnaît que ses collaborateurs s'enrichissent sur le dos des marchés publics et qu'ils les attribuent à leurs amis sans tenir compte du code d'attribution des marchés publics. Vous voulez qu'on aille où? Quand la semaine d'après, il y a le procès de Wada qui s'ouvre.
tout ça manque de crédibilité. Oui, mais n'importe comment. Alors, je signale pour les auditeurs, parce qu'on avait annoncé 3 sujets. On devait parler aussi de cette loi contre les violences sexuelles. On n'en parlera pas. Oui, on aura plus de temps. les femmes méritent mieux que 3 minutes, il nous effectivement. reste 3 minutes. Les femmes méritent mieux que 3 S'il vous minutes. plaît. On en parlera, voilà, je le promets, la semaine prochaine dans l'édition de VCP. On va conclure rapidement. Il nous reste 3 minutes. On y reviendra, absolument, oui. Ce que je voulais dire, je ne suis pas en train de défendre Ali Bongo, ou Ali Bongo Ondimba maintenant, pour être précis sur son nom, parce qu'il a été peut-être un corrompu ou corrupteur et qu'aujourd'hui il combat les mêmes mafieux qu'il a peut-être connus Laurence ne auparavant. parle pas au passé quand il a... Donc, je dois préciser quand même. Oui, je me souviens. C'est important les mots quand je même. me souviens qu'à la dernière campagne Pas électorale, le présent, vous parlez au passé. à la donc dernière c'est pas la même histoire. à la dernière campagne de Omar Bongo, il avait 3 axes de travail, c'était les routes, les écoles et les hôpitaux. 40 ans après le pouvoir quand même, il faut le faire. Donc, quelque part, les corruptions, c'est quelque chose qui est entré dans les mœurs de la gouvernance gabonaise. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Alors, ce qui peut-être me mérite un peu, c'est d'avoir lu dans la presse certains dire, si on veut faire le procès de la corruption, il faut qu'on remonte jusqu'au début de la République gabonaise. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui... Non, je dis dans la presse, j'ai lu cela. Et je dis, si on veut faire cela, ça veut dire qu'on est en train d'enterrer un projet de lutte contre la corruption. Maintenant, dans ces luttes contre la corruption, que la société civile que vous formez soit aussi en première ligne. Il y a une question fondamentale philosophique quand même qui se pose, Emmanuel Kouzouami, à ce stade de votre propos, c'est que est-ce que on peut confier à ceux qui ont créé un problème, je veux dire, le soin de le résoudre? La réponse est non. Surtout qu'ils continuent. C'est ça le problème. Ils connaissent les rouages. C'est pour cela que je souhaite que la fameuse cour criminelle qui a été créée. Elle n'a jamais été créée. C'est toujours en proposition. Bon, mais en tout cas, elle est en projet. Si maintenant cette cour criminelle est effectivement dirigée par des personnes neutres, c'est difficile. Ali Bongo les personnes est le qui ne sont pas acquis au pouvoir. Il est le président du Conseil suprême de la magistrature au Gabon. C'est constitutionnel. C'est lui qui nomme les magistrats. Ah oui, c'est constitutionnel. Il a fait voter une constitution avec un parlement qui lui est totalement acquis. Une constitution qui lui a donné tous les pouvoirs. Je me croirais en France, moi, en entendant ça. Laurence, nous sommes dans des situations effectivement où les chefs d'État, les présidents, ils parlent seuls. Il y en a d'autres qui ont modifié la constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Il n'y a pas que la Chine qui a élu son président à vie. Il a tous les pouvoirs. Il y a ces difficultés que nous avons. Il instrumentalise la justice, il instrumentalise tout. Je vais dire par là qu'il y a aujourd'hui, pour moi, 2 instances qui m'intéressent. C'est la justice elle-même, avec des personnes indépendantes, autonomes, compétentes pour mener les actions jusqu'au bout, et la société civile, qui doit être aussi aux premières lignes pour peut-être pas forcément juger, l'opinion ne juge pas, mais au moins qu'on puisse dire on a saisi les individus, mais pas forcément les pires. Et que vous soyez vous aussi, madame, les lanceurs d'alerte sur les personnes. On le fait déjà. Le dossier reste ouvert. Non, mais le premier sur qui on lance l'alerte, c'est Ali Bongo, parce que tant qu'il sera là, le pays n'avancera pas. Il est la lèpre du Gabon. Avec Ali Bongo au pouvoir, on ne pourra rien faire de bon. Il doit partir et la société civile. Merci Laurence Odong, merci c'est qu'on regrette que... Merci Emmanuel Kouzouami. L'émission a été réalisée par Valentin Blanc. Bonne soirée à toutes et à tous. Bon week-end surtout. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission en podcast dès ce soir sur notre site africa1.com et grâce à Salah Eddine Gakou. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Vendredi c'est permis. Rendez-vous lundi à 18h pour le grand débat. Au revoir.